Welcome back. Today we are joined by Jim Rogers, one of the Bienvenue à nouveau. famous, Aujourd'hui, nous recevons Jim Rogers, l'un des investisseurs les plus célèbres et influents au monde. Merci beaucoup de nous accorder votre temps. Si l'on observe le monde actuel en termes d'orientation et d'économie, quels sont les principaux développements que vous suivez en ce moment? What would be the main developments which you're currently looking at? Well, Glenn, the world's Eh bien, Glenn, le monde passe un moment merveilleux depuis 10 ou 15 ans. C'est la plus longue période de l'histoire américaine, en tout cas, la plus longue que nous ayons connue sans problème. Cela m'indique donc qu'un problème approche. Peut-être pas aujourd'hui, mais bientôt, car nous n'avons jamais connu d'aussi bons moments pendant aussi longtemps. Maintenant, Washington dira « Ne vous inquiétez pas, cela va durer éternellement ». Moi, je m'aime quand Washington dit quelque chose comme ça. I worry when Washington says something like that. And in terms of the wider shift, though, this Et en ce qui concerne le changement plus large, le déplacement économique de l'Ouest vers l'Est, c'est quelque chose dont on parle depuis une vingtaine d'années. Mais aujourd'hui, on le voit vraiment commencer à se manifester par de véritables transformations géoéconomiques à travers l'Asie. On observe davantage d'efforts, notamment de la part des Chinois, pour affirmer leur leadership technologique, mettre en place leurs propres routes de transport, leurs propres instruments financiers. Comment voyez-vous l'impact de tout cela sur nos économies dans ce qu'on appelle, je suppose, l'Ouest politique? Our economies in the, I guess, political West. Well, the world has been going through dramatic changes. Eh bien, le monde connaît des changements spectaculaires depuis des centaines d'années. Oui, la Chine est le nouveau grand pays du monde, la nouvelle grande économie. Je ne sais pas s'il y a quoi que ce soit que nous puissions y faire. La Chine est l'un des rares pays de l'histoire mondiale à avoir connu des périodes récurrentes de grandeur. Rome a été grande autrefois. L'Égypte a été grande autrefois. La Grande-Bretagne a été grande autrefois. La Chine a été au sommet 3 ou 4 fois, et il semble qu'elle soit de nouveau en train de s'élever. Je veux dire, nous pouvons nous y opposer, ou nous pouvons l'accepter et y participer. Je préfère y participer si je peux comprendre comment. Je ne suis pas de ceux qui disent « Oh mon Dieu, il monte, c'est mauvais ». Je préfère dire « Il monte, participons-y ». I would prefer to say they're rising, let's join in. Of course, you even went. Bien sûr, vous avez même déménagé à Singapour pour profiter et participer à l'essor de l'Asie. Donc je suppose que vous mettez en pratique ce que vous prêchez, ce qui est bien. Mais selon vous, quels sont les principaux problèmes en Occident, c'est-à-dire aux États-Unis et en Europe? Parce que, eh bien, de nombreux pays accumulent aujourd'hui des niveaux d'endettement énormes. Pas seulement en Occident, bien sûr. On le voit aussi au Japon. Mais à partir de quel moment pensez-vous que cela devient ingérable? At what point do you think this becomes unmanageable? Well, I'm not sure at what point, but I know. Eh bien, je ne sais pas à quel moment, mais je sais que cela deviendra ingérable. Cela a toujours été le cas à travers l'histoire. Je peux additionner, je peux soustraire, je connais les chiffres et ils sont stupéfiants. La dette aux États-Unis est incroyable. Mais si vous regardez autour de vous, c'est pareil au Japon et dans de nombreux autres pays. Maintenant, tout le monde dit « Ce n'est pas grave, ne t'inquiète pas », mais cela ne peut pas aller, car les chiffres de la dette sont tellement incroyablement élevés et s'aggravent chaque jour que quelqu'un devra en payer le prix. Nous l'avons toujours fait. Washington dit « Ne vous inquiétez pas, c'est différent ». Quand Washington dit « Ne vous inquiétez pas », là je m'inquiète vraiment. When Washington says don't worry, I really worry. Yeah, there's this always assumption that the present Oui, order il y a will toujours always, cette idée que l'ordre actuel sera toujours là, qu'il est permanent. C'est un aspect intéressant de la nature humaine. Mais comment vois-tu les réactions excessives et la mauvaise gestion du gouvernement contribuer à certains des problèmes économiques que nous rencontrons? Playing into some of the economic problems we're having. Well, what will happen eventually is Eh bien, ce qui finira par se passer, c'est que lorsque les crises commenceront à toucher tout le monde, beaucoup de gens se mettront à imprimer beaucoup d'argent.
les monnaies deviendront déstabilisées, voire même sans valeur, parce que je ne sais pas ce que les gouvernements peuvent faire d'autre. Ils ne savent pas quoi faire. Tout ce qu'ils savent, c'est imprimer de l'argent. Or, imprimer de l'argent n'est pas une bonne chose, mais c'est tout ce qu'ils connaissent. Donc, nous allons assister à beaucoup d'émissions de Martha Keller qui ont encore une instabilité des devises et à terme, davantage d'inflation. Eh bien, parmi toutes les devises que les gens examinent, le dollar américain est évidemment la plus intéressante, étant donné qu'il est la monnaie de réserve et d'échange mondiale depuis si longtemps. Comment évaluez-vous l'avenir du dollar américain? Eh bien, je possède beaucoup de dollars américains. Je veux dire, c'est le plus grand débiteur de l'histoire du monde. Alors on pourrait se demander, pourquoi en posséder? J'en possède parce que les gens cherchent une valeur refuge. Beaucoup de personnes dans le monde pensent que le dollar américain est une valeur refuge. Ce n'est pas le cas, mais les gens le croient. Donc je détiens beaucoup de dollars américains. Si j'ai raison, à un moment donné, lorsque la crise surviendra, le dollar américain montera fortement. J'espère simplement être assez malin pour le vendre. Je ne sais pas encore où je placerai l'argent, mais j'espère être assez malin pour vendre le dollar américain s'il monte beaucoup. Eh bien, vous avez mentionné qu'il n'y a pas grand-chose que le gouvernement puisse faire à part imprimer de la monnaie et dévaluer la devise. Mais sous l'administration Trump actuelle, il existe un fort désir de réindustrialiser, et l'outil principal semble être les droits de douane. Bien sûr, les droits de douane ont déjà été utilisés à cette fin, mais peut-être qu'ils le sont aujourd'hui d'une manière un peu plus, disons, moins prudente. Il semble qu'ils soient utilisés à la fois pour punir certains pays et pour encourager la production nationale. Globalement, comment voyez-vous la possibilité d'une réindustrialisation des États-Unis? Et selon vous, les droits de douane sont-ils utiles jusqu'à présent? Je vois certainement venir davantage de tarifs douaniers, parce que les politiciens pensent que c'est facile. Ils pensent que c'est un moyen simple d'obtenir plus d'argent et que cela ne nuit pas à leurs propres électeurs. Ils pensent. Les tarifs, bien sûr, ne sont pas bons à long terme, car ils augmentent les coûts pour beaucoup de gens et provoquent des problèmes. Mais les politiciens vont essayer, certainement aux États-Unis. Cela entraînera davantage de problèmes. Cela signifie simplement que lorsque les difficultés économiques surviendront, elles seront pires que jamais. Alors là, il faudra s'inquiéter. Si vous ne vous inquiétez pas, je vais vous le dire, moi je m'inquiète. Eh bien, nous avons toujours connu des hauts et des bas économiques, mais un phénomène unique dans l'histoire humaine actuelle est le déclin démographique. Les gens n'ont tout simplement plus d'enfants comme avant. Comment voyez-vous l'évolution de la démographie dans les perspectives géoéconomiques mondiales au cours des prochaines décennies? Eh bien, tout le monde a besoin de bébés. Je veux dire, regardez un pays comme le Japon. La population est en déclin depuis 15 ans et cela semble devoir empirer. Nous avons tous besoin de bébés. Et le Japon est un très bon exemple d'un pays qui va beaucoup souffrir. Même si nous n'avons pas assez de naissances aux États-Unis, nous avons encore beaucoup d'immigration, légale et illégale. Donc, au moins, les États-Unis ne connaîtront pas le problème démographique que certains autres pays vont rencontrer. Eh bien, en ce qui concerne la possibilité de redresser l'économie américaine, beaucoup de gens, notamment Elon Musk, soutiennent qu'étant donné l'énorme dette des États-Unis, le principal moyen d'obtenir une croissance économique plus rapide et de dépasser l'augmentation de la dette passe par l'IA et l'automatisation. Comment voyez-vous l'avenir de l'IA et de l'automatisation?
Parce que vous savez, on parle maintenant de bulles, pas de bulles d'enfants, bien sûr. Mais il semble y avoir d'importantes bulles en ce qui concerne les investissements réalisés. Êtes-vous optimiste ou pessimiste à ce sujet? Eh bien, nous avons connu des bulles depuis des milliers d'années. J'espère vivre assez longtemps pour en voir encore beaucoup d'autres. Vous savez, chaque fois qu'une nouveauté apparaît, les gens s'enthousiasment, et cela finit par devenir une bulle. C'est toujours comme ça. Les gens diront, cette fois c'est différent. Ne vous inquiétez pas, c'est différent. Soyez prudents quand vous entendez dire que cette fois c'est différent. Oui, nous aurons une autre bulle. Comme je l'ai dit, j'espère vivre assez longtemps pour en voir beaucoup. Cela s'est toujours produit. Le monde connaît des bulles depuis de nombreuses décennies. Cela se reproduira. Cela se reproduit déjà. C'est pas encore une bulle, mais cela en devient une. Comment pensez-vous que nous pouvons le mieux comprendre les difficultés économiques que nous traversons actuellement? Les compariez-vous à la crise financière mondiale de 2008 et 2009 ou remonteriez-vous plutôt aux années 1920? Voyez-vous une manière utile de donner du sens à ce qui se passe en ce moment? Eh bien, pour le répéter, lorsqu'une nouveauté apparaît, de plus en plus de gens en entendent parler. Cela apporte du changement. Et beaucoup commencent à dire, vous voyez, c'est différent maintenant. Et ils croient que c'est différent maintenant. Et ça l'est, du moins pour le moment. Mais cela finit toujours par tourner à l'hystérie. Et quand les gens deviennent hystériques, il vaut mieux vendre, il vaut mieux fuir. Je ne fais que vous dire ce qui s'est toujours produit. Nous sommes des êtres humains. Nous avons toujours réagi de la même manière, et non encore. Un autre développement clé en ce moment, c'est que le prix de l'or s'envole vraiment, dépassant largement les 4 000 $ l'once. Comment expliquez-vous cela? Voyez-vous un plafond pour l'or, ou pensez-vous qu'il va continuer sur cette trajectoire? Eh bien, je possède de l'or. Je possède de l'or et de l'argent, et cela depuis de très nombreuses décennies. J'espère être assez intelligent pour ne pas vendre mon or, pour ne pas vendre mon argent. J'espère que mes enfants auront un jour mon or et mon argent. Que cela nous plaise ou non, l'or et l'argent sont des refuges depuis des centaines, voire des milliers d'années. Souvenez-vous de Jésus-Christ? Il a été vendu pour 30 pièces d'argent, car l'argent était ce qui avait de la valeur dans cette région à cette époque. L'or et l'argent existent donc depuis toujours. Les politiciens disent souvent « oubliez l'or, ça ne vaut rien », qu'ils parlent. Depuis que je suis en vie, et pendant des centaines d'années avant cela, l'or et l'argent ont conservé leur valeur. J'en possède tous les deux, et j'espère que mes enfants posséderont un jour mon or et mon argent. Tout le monde devrait avoir un peu d'or dans le placard, un peu d'argent sous le lit. Entre les deux métaux, pour lequel êtes-vous le plus optimiste, l'or ou l'argent? Eh bien, je suppose qu'historiquement, l'argent est moins cher que l'or en ce moment, mais je possède les deux. Si je fais attention et que l'un baisse, j'espère être assez malin pour en acheter davantage. Je n'ai pas de préférence, tout dépend du prix. Si l'on regarde la situation économique dans son ensemble, le marché boursier semble avoir augmenté, mais les problèmes dans l'économie réelle s'aggravent. Comment voyez-vous ces contradictions? Pensez-vous que les difficultés de l'économie réelle finiront par rattraper le marché boursier? Eh bien, ils l'ont toujours fait. Oui, oui. Ce n'est pas la première fois que nous constatons une divergence entre le marché boursier et l'économie réelle. Cela s'est produit souvent, et cela se reproduit.
Il y a beaucoup d'argent facile en circulation. Il est très facile d'obtenir tout l'argent que l'on veut de nos jours. De nombreux gouvernements, tous les gouvernements, ou presque, ont imprimé beaucoup d'argent. C'est donc merveilleux pour ceux qui savent en tirer parti. Et tant que cela dure, tout le monde s'amuse. Mais cela finira par s'arrêter. Cela a toujours été le cas, le sera encore. It always has, and it will again. Eh bien, dans cette partie du monde, l'Europe, comment évaluez-vous le marché européen? Achetez-vous quelque chose? Investissez-vous sur le continent? Ou avez-vous une vision plus pessimiste? I do not have any investments in Europe. Je n'ai actuellement aucun investissement en Europe. C'est juste que presque tout dans le monde est en hausse depuis longtemps. Depuis 2008, la plupart des économies et des marchés se portent très bien. C'est formidable. Mais j'ai suffisamment lu et j'ai assez d'expérience pour savoir que lorsque tout le monde se porte bien, c'est le moment de commencer à se poser des questions. It's a time to ask questions. Eh bien, il semble que d'autres partagent votre point de vue. Beaucoup de milliardaires de la tech, de Zuckerberg à Bezos et d'autres, vendent une partie de leurs actions et accumulent des liquidités. Que devraient faire les gens si nous nous dirigeons vers une crise économique, voire un effondrement? Quelle est une bonne stratégie pour préserver sa richesse et, idéalement, en gagner un peu aussi? Eh bien, la seule stratégie consiste à rester fidèle à ce que vous connaissez. N'écoutez pas quelqu'un sur Internet ou à la télévision. Restez avec ce que vous connaissez et investissez votre argent dans ce que vous connaissez, pas dans ce que les autres disent. Restez avec ce que vous connaissez. Ainsi, quand les choses iront bien ou mal, vous saurez quoi faire, parce que vous saurez ce que vous faites. Je ne veux certainement pas que quelqu'un m'écoute, ni moi, ni personne d'autre. La seule façon de s'en sortir quand les choses deviennent compliquées, c'est d'être sûr de savoir ce que vous faites. Mais pour revenir à l'Europe, quels sont selon vous les principaux défis auxquels elle devra faire face dans les années à venir? Eh bien, je veux dire, l'Europe accumule beaucoup de dettes. L'Europe a des problèmes démographiques. Maintenant, l'Europe est là depuis très très longtemps et je suis sûr qu'elle continuera d'exister. Mais il y a de sérieux problèmes démographiques dans certaines parties de l'Europe et ils ne s'améliorent pas, ils s'aggravent. Vous savez, regardez autour de vous, il n'y a pas beaucoup de bébés dans de nombreuses régions d'Europe. Cela finit par poser des problèmes. Ne vous inquiétez pas, l'Europe sera toujours là, mais elle changera beaucoup, surtout sur le plan démographique, car il y a maintenant beaucoup d'immigrés et pas autant de bébés locaux. Eh bien, dans la toute dernière stratégie de sécurité nationale des États-Unis, publiée il y a seulement quelques jours, le gouvernement américain a mis en garde contre le déclin, voire l'effacement, de la civilisation européenne, en partie pour les raisons que vous avez évoquées, les problèmes économiques et le déclin démographique. Ils ont également ajouté une incapacité de la culture à se reproduire elle-même. Pensez-vous que les États-Unis s'adaptent essentiellement au déclin économique de l'Europe et redéfinissent leurs priorités? Ou comment évaluez-vous la relation entre les États-Unis et l'Europe? Eh bien, les États-Unis continueront d'essayer de s'adapter. La plupart des pays doivent s'adapter lorsque de grands changements se produisent. Les États-Unis ont été la plus grande économie du monde. Ils conservent donc une place importante. Mais les États-Unis ont accumulé une dette énorme. Nous avons de plus en plus de dettes, mais c'est aussi le cas de nombreux pays en Europe. Le monde est donc confronté à un immense problème d'endettement dans de nombreux endroits. Cela s'est toujours mal terminé, et je suppose que cela se terminera mal à nouveau. Cela a toujours été le cas, certainement en Europe, en Amérique et au Japon,
les endroits où la dette s'accumule. Eh bien, dans les années 1990, lorsque nous regardions vers l'Europe de l'Est, les économies n'étaient pas très impressionnantes, et la Russie, en particulier, semblait simplement passer de la faiblesse à une plus grande faiblesse. Mais au cours des dernières années, selon la Banque mondiale, la Russie est devenue la 4e économie mondiale en termes de parité de pouvoir d'achat. Nous voyons de la force dans les secteurs de l'énergie et de l'agriculture, ainsi qu'un degré assez élevé de souveraineté technologique. En même temps, elle est évidemment engagée dans un conflit massif avec l'Occident. Comment évaluez-vous l'économie russe? Êtes-vous optimiste? Parce que je sais que vous étiez pessimiste pendant des décennies, puis vous avez un peu changé d'avis il y a environ 15 ou 20 ans. Alors, comment voyez-vous la Russie aujourd'hui? Eh bien, à certains moments de ma vie, j'ai eu des investissements en Russie. Pas en ce moment. Mais la Russie existe depuis longtemps. Elle possède d'immenses ressources naturelles. Pétrole, minerais, métaux, agriculture. Ils ont beaucoup de choses. Je veux dire, c'est un territoire gigantesque. Ils n'ont pas tant de population par rapport à la taille du pays. Mais la Russie a toujours été là. On lit les romans russes. Vous savez, à certaines époques, les Russes étaient les gens les plus riches. Ils le seront de nouveau. Mais on lit aussi l'histoire et on sait qu'ils ont eu beaucoup de problèmes. Ils en auront encore. Mais ne vous inquiétez pas, il y aura toujours une Russie. Eh bien, depuis 300 ans, les Russes, depuis Pierre le Grand, se sont toujours tournés vers l'Europe pour leur développement économique et leur modernisation. Mais ces dernières années, ils se sont orientés vers ce qu'ils appellent la Grande Eurasie, c'est-à-dire qu'ils regardent vers l'Est pour établir des partenariats économiques, principalement avec la Chine. Comment voyez-vous cette relation, la relation sino-russe? Car il semble qu'elle soit au cœur de la construction, je dirais, d'une infrastructure économique alternative. Eh bien, je veux dire, les Russes savent lire. Ils savent ce qui se passe, tout comme moi. Mes enfants parlent le mandarin, parlent le chinois, à cause de ce qui se passe dans le monde. Les Russes le voient aussi. La Chine a une population organique. La Russie possède beaucoup de ressources naturelles. Ils peuvent collaborer et ils le feront de bien des manières. Souvent, lorsqu'une puissance montante et une puissance dominante coexistent, elles se heurtent. Pas toujours. Ce n'est pas une fatalité, mais malgré tout, les Russes savent ce qui se passe. Les Chinois savent ce qui se passe. Beaucoup d'entre nous le savent, et cela se reproduit. Peut-être que ce ne sont pas les mêmes pays, peut-être que ce sont d'autres, mais cela n'a pas d'importance. Lorsqu'il y a une prospérité croissante quelque part, d'autres le remarquent et essayent d'y participer. Cela se reproduit, surtout en Asie. Eh bien, un pays qui a essayé de participer à cette montée de l'Asie est l'Inde. Elle est en plein essor, mais si l'on remonte 30 ans en arrière, il y avait plus de parité entre les Indiens et les Chinois. Bien sûr, il existe aujourd'hui en Inde des ambitions de rattraper la Chine. Mais pensez-vous que le modèle de développement économique chinois soit arrivé à bout de souffle? Ou quel type d'avenir économique voyez-vous pour l'Inde? What kind of economic future do you see for India? Eh bien, l'Inde a une population immense, avec beaucoup de personnes instruites et talentueuses, et elle est de nouveau en plein essor. Pour la première fois de ma vie, je veux dire, j'ai souvent investi en Inde. Mais pour la première fois, je pense que les gens à Delhi comprennent que la prospérité est une bonne chose. Ils l'ont toujours dit. Mais Nehru et Gandhi n'aimaient pas les riches. L'Inde n'aimait pas les riches. Mais maintenant, à mon avis, les gens en Inde comprennent que le succès est une bonne chose, que la prospérité est une bonne chose et qu'il y en aura davantage. Donc l'Inde sera encore plus passionnante à l'avenir.
India is going to be even more exciting in the future. And well, when we look at Eh bien, lorsque nous examinons la rivalité économique entre l'Est et l'Ouest, l'un des principaux terrains de compétition semble être l'Afrique. Il y a beaucoup d'inquiétudes, surtout en Europe, quant au fait que les Russes et les Chinois, en particulier les Chinois, s'implantent massivement en Afrique et deviennent des partenaires commerciaux majeurs. Que voyez-vous pour l'Afrique? Car historiquement, elle était perçue comme un continent pauvre et faible. Mais aujourd'hui, nombre des économies connaissant la croissance la plus rapide s'y trouvent. C'est presque le seul continent au monde à connaître un véritable boom démographique. Comment voyez-vous l'avenir de l'Afrique? How do you see the future of Africa? Well, you have just named it. Eh bien, vous venez de le dire. Les Africains connaissent encore une croissance démographique, pas comme avant. Je veux dire, les gens n'ont plus 8 ou 10 enfants, mais ils en ont encore 4 ou 5. Donc il y a une croissance démographique en Afrique, une grande population, beaucoup de ressources naturelles. L'Afrique est de nouveau en plein essor. À mon avis, la Chine restera le prochain grand pays du monde, mais la Chine et l'Afrique commerceront beaucoup entre elles, et toutes deux en tireront profit. Toutes deux prospéreront. Avez-vous des prévisions concernant la politique économique des États-Unis à l'avenir, ou sur quelles seront ses priorités? Cherchera-t-elle à renforcer son influence dans l'hémisphère occidental ou à affronter la Chine? Ou pensez-vous qu'elle cherchera à établir un partenariat économique avec la Chine? Oui, tout pays qui a été au sommet ou qui l'est encore essaye de s'adapter lorsque de grandes puissances émergent. C'est ce qui arrive aux États-Unis. De nombreux pays sont en train de monter. Les États-Unis ont été au sommet, mais ils ont aussi la plus grande dette de l'histoire du monde. Nous, les Américains, essayons de nous adapter. J'ai peur que les politiciens dans l'histoire fassent généralement des erreurs. Quel que soit le pays, les politiciens commencent à commettre des erreurs et la situation empire pour eux. L'histoire montre que cela arrivera probablement aussi aux États-Unis. À mesure que d'autres pays montent et que la dette américaine augmente encore et encore, cela entraînera des problèmes. Et probablement que les gens à la capitale feront des erreurs. Je ne fais que vous dire ce qui s'est toujours produit au fil de l'histoire, et cela se reproduira sans doute. Je n'aime pas particulièrement dire cela parce que je suis américain, mais c'est une bonne époque pour être un Américain âgé. Les jeunes Américains vont avoir beaucoup de problèmes. C'est bien d'être vieux. Eh bien, vous avertissez souvent qu'un crash boursier massif se profile à l'horizon. Avez-vous une idée du moment où cela pourrait se produire, ou comment vous voyez la situation économique commencer à se détériorer? Devons-nous nous attendre à une crise bancaire ou à une crise monétaire? Au-delà de la hausse des dettes, sur quoi porteriez-vous particulièrement votre attention? Tu l'as dit. Nous avons connu des crises tout au long de l'histoire, partout dans le monde. Ce n'est pas quelque chose qui ne se produit qu'à une certaine époque ou dans un certain pays. Nous en avons eu beaucoup. Le monde en a eu énormément. Des problèmes et des crises économiques se sont produits tout au long de l'histoire. Les gens s'enthousiasment, ils se laissent emporter, les choses vont trop loin, et cela conduit à un problème. Certaines personnes disent « partons d'ici », et cela se reproduira. Écoutez, je n'aime pas dire tout cela, mais je sais ce qui se passe dans le monde. Nous sommes tous des êtres humains. Nous avons toujours été des êtres humains. Et les êtres humains réagissent de la même manière. Ils commencent à faire des erreurs, les erreurs s'aggravent, et ensuite, il y a un effondrement massif. Que ce soit économique, eh bien c'est généralement un effondrement économique qui survient en premier.
Et comme vous le savez, les effondrements économiques mènent souvent à des guerres armées. Vous n'êtes pas obligé de vous tirer dessus, mais les gens le font souvent. Parce que lorsque les choses commencent à mal tourner, les politiciens accusent les étrangers. Ils disent « Ah, ce sont ces méchants étrangers qui sont le problème ». Et cela se reproduira. Cela conduit parfois à des guerres, parce que tout le monde aime blâmer les étrangers. C'est facile de blâmer les étrangers. Langues différentes, nourriture différente, vêtements différents. Tout le monde accuse les étrangers quand les choses vont mal. Je vous parle simplement des êtres humains. Eh bien oui, en Europe, nous avons bel et bien une guerre en cours, bien sûr. Une guerre par procuration contre les Russes. L'une des choses dont on discute au sein de l'ULPON, comme vous le savez, c'est leur volonté non seulement de geler les avoirs russes, mais aussi de les confisquer. Autrement dit, de trouver un moyen légal de, disons, s'approprier ces avoirs afin de les utiliser pour soutenir nos propres économies ou les remettre aux Ukrainiens. C'est sans précédent, je suppose. Comment évaluez-vous les conséquences possibles d'une telle décision? Je veux dire, les politiciens, tout au long de l'histoire, ont essayé de trouver des moyens de s'emparer des biens des autres. Et cela se reproduit. Tout le monde veut de l'argent gratuit, vous savez. Et il est facile de blâmer les étrangers. Il est facile de prendre les biens des étrangers. Oui, cela se reproduit. Est-ce juste? Non, ce n'est pas juste, mais cela a toujours existé. Et maintenant, tout le monde dit, prenons les biens des Russes. Ce n'est pas bien, mais ça se continuera. Ma dernière question est la suivante. Comment prévoyez-vous que les Indiens ou les Chinois réagiront à une telle mesure de la part des Européens? Je sais que les Américains ne se rallient pas à cette idée. En fait, je crois que l'administration Trump a averti les Européens que ce n'était probablement pas une bonne idée. Mais selon vous, comment l'Asie et le reste du monde réagiraient-ils à ces décisions des Européens? Eh bien, les Chinois et les Indiens, ainsi que tous ceux qui ont un minimum de connaissances historiques, se rendront compte que cela s'est déjà produit. Ils savent que ce n'est pas juste, mais cela arrivera. Tout le monde essaiera d'obtenir sa part, son morceau. Tout le monde est avide. Tout le monde veut être riche. Tout le monde veut de l'argent gratuit. Je le répète, est-ce la justice? Non. Mais cela s'est produit tout au long de l'histoire. Et cela se reproduira. Parce que tout le monde veut un repas gratuit. Tout le monde veut de l'argent gratuit. Et ils diront, c'est de l'argent gratuit. Et ils diront que c'est la justice, que c'est justifiable pour de nombreuses raisons. Et tout le monde essaiera d'en attraper un peu. Donc, vous ne pensez pas que ça pourrait, je suppose, faire s'effondrer le système financier en Europe, enfin, détruire toute la confiance? Eh bien, tout au long de l'histoire, lorsque les choses commencent à mal tourner, les gens se mettent à saisir des actifs. Cela met certaines personnes en colère. Et quand ils commencent à se fâcher contre les autres, cela conduit généralement à des conflits. Qu'il s'agisse de guerres commerciales, qui ne sont jamais bonnes, mais se produisent souvent, ou de guerres armées, qui sont encore pires. Oui, nous sommes des êtres humains. Regardez comment les êtres humains réagissent et comment ils ont toujours réagi. Je n'aime pas le dire, mais je sais que lorsque nous commencerons à avoir de nouveau des problèmes économiques, peu importe où vous êtes, les gens accuseront les étrangers. Les gens diront « Ah, ces gens mauvais ont causé le problème. » Et ils essaieront d'obtenir plus de ressources. Tout le monde voudra de l'argent gratuit et on accusera les autres, ce qui aggravera la situation. J'aimerais pouvoir vous dire que nous sommes tous devenus plus intelligents
et que nous comprendrons. Nous ne sommes pas devenus plus intelligents et nous restons très avides, tous autant que nous sommes. We're still very greedy, all of us. Well, thank you for the Eh bien, merci pour votre point de vue. Il est un peu pessimiste quant à la nature humaine et à son impact sur l'économie, mais il y a une certaine continuité historique qu'on ne peut pas nier, bien sûr. Connais simplement la nature humaine. J'espère que toi aussi, j'espère que nous tous aussi, nous devons vivre avec. We have to live with it. Eh bien, merci encore d'avoir pris le temps quand même. It's my C'est un plaisir. J'espère que nous pourrons le refaire un jour.